Aujourd'hui, je vous parle d'une disparition mystérieuse encore, d'un beauceron. Cette fois-ci, je sais que ça va interpeller beaucoup de gens de mon entourage. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler. Puis moi-même, étant à proximité des lieux de la disparition, j'ai pas pu m'empêcher d'en parler. Autant aussi que la famille du disparu est encore en recherche de réponses, et en attente de réponses, en attente de quelque chose, quelqu'un qui parle. Et donc, dans le fond, aujourd'hui, je vous parle de la disparition de Claude Bégin. Il avait 36 ans à l'époque. Il est disparu le 31 octobre 1995, le soir de l'Halloween, juste pour ajouter une petite touche de mystère à tout ça. Puis, dans le fond, la dernière fois qu'on l'a vu, Claude, c'était le 30 octobre 1995, la veille, en fait, de sa disparition. C'est son ex-conjointe qui l'a vu. Dans le fond, je vous parle de comment c'est arrivé un petit peu tout ça. Là. Dans le fond, c'est. Claude, il était natif de Lac-Chemin. Mais là, il avait emménagé à Saint-Prosper. Il avait loué une chambre chez un de ses amis dans sa maison. Dans la maison de son ami, en fait. C'était une maison, tu sais, parce que les gens qui connaissent pas Saint-Prosper, c'est un petit peu perdu. À moins que tu habites dans le village, où est-ce que là, c'est comme des maisons un petit peu collées, à proximité des épiceries, puis tout ça. Mais sinon, là, si tu habites à Saint-Prosper, t'es perdu dans le champ, je veux dire, t'es perdu. C'est des routes, puis des champs, là, tu sais. Des maisons espacées. Puis lui, dans le fond, il habitait exactement dans une maison typiquement Saint-Prospérienne, si je peux dire. Dans le fond, il habitait chez son ami, puis que c'était comme entouré de champs, de forêts, un lac, des routes. Il y avait comme rien de proche, là. Puis, dans le fond, le 31 octobre, c'est son coloc qui a appelé sa famille pour leur dire que Claude était introuvable, mais que sa voiture était dans l'allée de la maison. Ses clés étaient là, son portefeuille était là aussi, mais Claude était pas là, puis son arme de chasse avait disparu avec lui. Puis là, à ce moment-là, la famille panique un petit peu. Ses sœurs, ses cousines, ses parents, tu sais, tout le monde commence à se donner le mot, puis à s'appeler pour savoir est-ce que t'as vu Claude, Claude, nanana. Finalement, personne n'a vu Claude, sauf son ex-conjointe, sa conjointe de l'époque, dans le fond, qui dit l'avoir vu la veille. Là, elle explique à la famille de Claude qu'elle a vu Claude la veille de sa disparition. Dans le fond, il est allé chez elle parce que dans le fond, elle avait un élevage de chiens Rottweiler pour les revendre. Puis dans le fond, Claude, il lui avait acheté un chiot quelques jours avant sa disparition, mais il avait pas l'argent à ce moment-là. Donc le 30, il est allé voir sa conjointe de l'époque pour payer le chiot qu'il lui avait acheté. Sa conjointe de l'époque dit que ça l'a un petit peu chicoté parce que dans le fond, Claude est venu payer le chiot en petite coupure. Elle vendait le chiot 300$, puis lui a payé en 5$, en 10$, 300$ là, en petite coupure comme ça. Fait que tu sais, elle a dit en joke, t'as-tu volé une banque pour me payer en petite coupure de même? Puis il a dit, pose pas de questions, t'auras pas de menterie. Fait que c'est à se poser des questions parce que dans le fond, Claude avait déjà été condamné pour des trafics quelconques que je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. On en revient aux sources. Dans le fond, c'est ça. Fait que là, l'ex-conjointe dit à la famille qu'elle a vu Claude la veille de sa disparition, mais qu'il y avait comme rien d'anormal à part le fait qu'il avait payé avec des petites coupures, puis que ça y avait mis un petit peu la puce à l'oreille. Donc, la famille de Claude, sachant pas trop quoi faire, déclare Claude comme disparu. Les policiers font pas grand-chose pour le retrouver. Ça n'a pas été médiatisé non plus. Puis dans le fond,
quand on écoute ce que la famille a à dire, dans le fond, ils disent tous la même chose, c'est que Claude avait un dossier criminel, un passé criminel, donc les policiers se sont dit, ça en a fait un de moins dans notre mire, et on va chercher un peu pour dire qu'on a fait notre travail, mais pas plus que ça, tu sais. Ils ont pas, ils ont pas donné le maximum, mettons, pour le retrouver. C'est vraiment désolant. Même la famille dit que c'est choquant, même encore aujourd'hui. Tu sais, ils veulent juste des réponses, puis c'est totalement normal. J'ai jamais vécu de disparition dans ma famille ou dans mes proches, mais si ça arrivait, je serais la première à pousser pour avoir des réponses. C'est juste la norme. Donc, c'est ça. Fait que Claude, après que son coloc ait dit à sa famille sa voiture est dans l'allée, ses clés, son portefeuille, son homme a disparu, lui a disparu, qu'est-ce qu'on fait? Il déclare Claude disparu à la police qui fait pas grand-chose. Donc, la famille décide d'investiguer par eux-mêmes un petit peu. Ils ratissent les champs, le lac, à proximité de la maison. Ils font ce qu'ils peuvent, là, vraiment. Mais ça donne rien. Puis, là sort le rapport de police, comme quoi que Claude se serait suicidé. Puis comme quoi que Claude aurait dit à sa conjointe de l'époque qu'il avait des idées suicidaires. Puis ce qui est étrange, c'est que quand on a présenté ce rapport-là de police à la famille et à la conjointe de l'époque de Claude, ils comprenaient pas. Dans le fond, premièrement, la conjointe de l'époque, dans le fond, de Claude, a dit que jamais qu'il avait dit ça. Jamais qu'elle avait dit ça aux policiers non plus. Puis la famille de Claude a dit qu'il était trop fier pour mettre fin à ses jours. Là. Puis, tu sais, dans le fond, il venait de sortir de prison. Fait que lui, il voulait repartir sa vie là, à zéro. Tu sais, profiter de la vie. Là, quand t'es 3 ans enfermé, quand tu sors, tu veux pas mettre fin à tes jours, sinon tu aurais essayé de le faire en prison normalement, je crois. Donc, tu sais, cette théorie-là, je pense qu'elle tient pas. Puis surtout que dans le fond, selon la famille de Claude, tu sais, genre quelques jours avant qu'il disparaisse, il aurait mis ses pneus d'hiver sur sa voiture. Fait que tu sais, quand tu changes tes pneus, là, c'est pas parce que tu prévois de mettre fin à tes jours, moi je crois. La famille croit la même chose aussi. Puis les policiers, eux, c'est totalement le contraire. Fait qu'on se pose de sérieuses questions dans ce dossier-là. Ça a été bâclé, ça a été négligé. Tout ça parce que c'était un homme de 36 ans qui avait les cheveux longs, avec des tatouages, qui aimait les motos, qui avait un dossier criminel. C'est pas parce que t'as un dossier criminel, que t'as fait des conneries dans ta vie, que t'as des cheveux longs, des tatous, peu importe. Ça fait pas de toi une mauvaise personne parce que le gars, il a fait son temps. Là, il avait sorti. Après la prison, il a essayé de se trouver des jobs honnêtes, mais avec des cheveux longs, un passé criminel, des tatouages. Tu sais, t'es souvent victime de préjugés. Fait que, tu sais, c'est difficile de repartir là, dans la société, on va se le dire. Fait que, tu sais, il a fait ce qu'il pouvait, là. Puis là, quand il a vu qu'il avait rien à faire, après sa sortie de prison, après les recherches d'emploi qui ont rien porté, ça n'a pas abouti, ben lui, il a décidé de faire faillite pour repartir à zéro. Fait que, tu sais, quand tu fais faillite dans la vie pour repartir à zéro, c'est pas parce que tu veux mettre fin à tes jours. C'est impossible. Honnêtement, ça fait aucun sens. Fait que, moi, la théorie du suicide, je la mets là-bas. Fait que ça laisse le crime parce que il trempait dans des trucs louches. Est-ce qu'il aurait été tenté de retomber dans les magouilles, dans la vente de drogue? Peut-être qu'il a fait d'autres choses aussi pour essayer de s'en sortir, on ne sait pas. Mais moi, je pense que c'est la théorie la plus plausible. Ou peut-être qu'en prison, tu sais, en prison, tout le monde se connaît un peu, veut pas, puis tu sais, il y a des gens de la prison qui peuvent commander à l'extérieur et vice-versa, tu sais. Fait que je me dis, est-ce que peut-être, tu sais, il se serait pas lié d'amitié en prison avec des gens peu recommandables, puis que ça,
tu sais, ça s'est peut-être reviré contre lui. Parce que vraiment, là, selon sa famille, ça fait aucun sens. Par contre, sur Coloc, j'ai pas beaucoup d'informations sur lui. J'ai pas beaucoup d'informations sur comment il était, ce qu'il pensait de Claude. Mais il a quand même signalé sa disparition à sa famille. Fait que, tu sais, quand il a vu que quelque chose clochait, il l'a dit. Fait que d'après moi, on peut l'éliminer des suspects. Mais ça reste quand même très étrange. Puis, tu sais, dans le coin à Saint-Prost, on n'entend pas vraiment parler de disparition. C'est mystérieux. On veut des réponses. Puis moi, en étant dans le coin légalement, je me suis informée, bien sûr. Moi, j'ai le droit d'aller sur les lieux. Là. Je compte m'y rendre aussi bientôt. Juste pour voir l'endroit, me faire une idée sur place, là, un vrai visuel. Tu sais, les photos que je vous ai mis à date, c'est des vraies photos là, du moment même en 95, mais moi, personnellement, je veux me rendre sur les lieux. Fait que je vais y aller. Puis, s'il y a des intéressés, juste à m'écrire, ça va me faire plaisir. Il y a, dans le fond, il y a beaucoup de terrain que c'est pas privé, mais il y a une petite partie que c'est privé. Je vais demander la permission au propriétaire actuel pour pouvoir y aller. Puis, il devrait pas avoir de problème. Mais s'il y en a, j'irai pas. Puis, s'il y a pas de problème, je vais y aller avec plaisir. Donc, vous pouvez en parler autour de vous parce que j'ai beaucoup de contacts qui viennent de la Beauce. Beaucoup de contacts à Saint-Prost. Peut-être que des gens ont connu Claude dans les plus vieux que je connais à Saint-Prosper. Si c'est le cas, j'apprécierais vraiment beaucoup si vous pouviez me donner des informations. Tu sais, ça peut être anonyme. C'est vraiment... L'important, c'est qu'on ait des informations pour avoir une piste pour la famille parce qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'ils pensent à Claude. Surtout sa sœur Hélène, qui m'a permis de la nommer. Sa sœur Hélène, il était comme ça, là. Avec Claude, les deux, ils tripaient sur le métal. Tu sais, vraiment, elle s'ennuie de son frère. Elle veut savoir ce qui s'est passé, puis je la comprends. Donc, si vous avez des informations, n'hésitez pas. Puis sur ce, ben, si jamais vous vous promenez dans le coin de Saint-Prosper vers Lac et de Chemin, gardez l'œil ouvert parce qu'on ne sait jamais ce qui peut émerger après toutes ces années. On ne sait jamais. Donc, gardez l'œil ouvert. Si vous allez manger au restaurant, vous ne savez pas quoi parler entre amis, parlez de Claude Bégin, de ce qui s'est passé, de Francis Albert-Coutier, Philippe Lajoie, peu importe. Parler des disparus. Peut-être que, tu sais, le monde est grand, mais il est petit aussi. Tu sais, à un moment donné, tout le monde finit par se connaître. Moi, je pense qu'il y a toujours possibilité de retrouver ces gens-là, qu'ils soient morts ou vivants, juste pour rendre justice à leur famille, puis à eux-mêmes. Donc, sur ce, gardez l'œil ouvert. N'hésitez pas à parler si vous savez. Puis, passez une excellente journée.